Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 10 septembre 2023, 22h25, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Une nouvelle incroyable. Ça va avoir l'effet d'une bombe médiatique. Et ça vient d'être publié il n'y a pas très longtemps, quelques heures, par DNYUZ, qui rapporte l'histoire d'un des agents de service secret qui était dans la limousine avec John F. Kennedy et qui, à la fin de sa vie, est rendu dans les 80 ans et plus, a une espèce de prise de conscience, de remords et revient sur l'événement et maintenant va semer des doutes énormes dans plusieurs têtes, hein, et va faire partir la machine vraiment à rumeur, de moulin à rumeur. Mais je pense qu'il n'y a personne qui a un doute sur le fait que John F. Kennedy a été assassiné par le gouvernement lui-même, par les services secrets, par les services de renseignement, pour diverses raisons sur lesquelles on pourrait s'étendre, dont sa fameuse déclaration concernant la CIA, les services de renseignement, le FBI, surtout sur la propagande qui l'ont amené à déclencher cette espèce d'opération de la baie des cochons. Il était très, très fâché. Et il avait dit, j'ai envie de les éclater en 1000 morceaux. Ça rappelle un certain Donald Trump, hein, qui voudrait faire la même chose. Robert Kennedy Jr., qui est en pleine course présidentielle de primaire démocrate, dont le père a été assassiné, le frère de John F. Kennedy, lui affirme, et il était là, enfant, puis il a vu et entendu tout ce qui s'est dit sur l'assassinat de son père, Robert Kennedy, qui était l'attorney général de John F. Kennedy, quand Kennedy était président pendant 2 ans, et qui a fait une course après ça présidentielle et qui a été assassiné lui aussi, a affirmé, puis tout est là, tout est clair, puis il y a même des gens qui sont sortis de l'ombre et qui ont confirmé à Tucker Carlson, à l'époque où il était encore chez Fox News il n'y a pas si longtemps, que c'était la CIA qui avait assassiné Robert Kennedy, le père de Robert Kennedy Jr. et le frère de John F. Kennedy. Et tu ne peux pas imaginer autre chose que c'est le même scénario qui s'est produit pour John F. Kennedy. Le récit, le roman du tireur seul, Lee Harvey Oswald, qui lui aussi a été assassiné avant même le procès, ça fait vraiment 1 + 1 = 2. Quand tu regardes ce que les services de renseignement américains ont été capables de faire, ces gens-là qui ont aucune... Ça, c'est t'es vraiment dans le deep state, là. Ces gens-là espionnent tout le monde, ont des informations sur tous les gens importants, les tiennent par les amourettes. Même Jeffrey Epstein a été un agent de la CIA, okay? A travaillé pour la CIA, était un collaborateur de la CIA. Quant à ces gens-là qui sont capables de monter un dossier falsifié de toutes pièces, mensonger, sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, et qu'on monte un dossier, qu'on envoie Colin Powell à l'époque, le secrétaire d'État de George W. Bush, aux Nations Unies pour convaincre le monde et avoir tous les médias qui répètent toutes ces âneries-là pour convaincre les populations qui étaient contre cette guerre-là. Et même en ayant créé une coalition, la population du Canada, des États-Unis, de la France et de partout était contre cette opération de renversement puis de déstabilisation de l'Irak, la première guerre et la deuxième guerre du Golfe. On est allé quand même, on a réussi à tuer 1 million d'innocents irakiens sur un mensonge du FBI et de la CIA. Penses-tu vraiment que quelque chose pourrait les arrêter? Et penses-tu vraiment qu'ils ne pourraient pas être responsables de ce scénario et de l'organisation du meurtre de John F. Kennedy et de Robert Kennedy?
Il faut vraiment être naïf pour penser que c'est Lee Harvey Oswald qui agit seul comme ça. Donc, le témoin de l'assassinat de JFK brise son silence et soulève de nouvelles questions. Publié aujourd'hui, DNYUZ, exclusivité, le vrai monde, les vraies affaires. Ici, je vous l'apprends en exclusivité. Il se souvient encore du premier coup de feu, un instant debout sur le marchepied du cortège. Il nourrit le vain espoir, qu'il ne s'agissait peut-être que d'un pétard ou d'un pneu crevé. Mais il connaissait les armes et il en savait beaucoup plus, beaucoup mieux. Puis vint un autre coup de feu et un autre, et le président s'est effondré. Pendant de nombreuses nuits, il a revécu ce moment macabre dans ses rêves. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, Paul Landis, l'un des agents des services secrets à quelques pas du président John F. Kennedy, en ce jour fatidique à Dallas, raconte pour la première fois son histoire dans son intégralité et sur au moins un point clé. Son récit diffère de la version officielle qu'il avait donnée à l'époque, d'une manière qui pourrait changer la compréhension de ce qui s'est passé ce jour-là à Dealey Plaza. M. Landis a passé la majeure partie des années qui ont suivi à fuir l'histoire, essayant d'oublier ce moment inoubliable gravé dans la conscience d'une nation en deuil, le souvenir de l'explosion de violence et de la course désespérée vers l'hôpital et du vol de retour dévastateur et des funérailles déchirantes avec John Jr. saluant son père décédé. C'était trop tortueux, à tel point que M. Landis a quitté le service et Washington, tout de suite après, a quitté son emploi. Jusqu'à ce que finalement, une fois les cauchemars passés, il puisse y repenser et il pouvait lire à ce sujet et il se rendit compte que ce qu'il lisait n'était pas tout à fait exact, pas tel qu'il s'en souvenait. Il s'avère que si ses souvenirs sont exacts, la solution magique dont on parle tant n'a peut-être pas été si magique après tout, la fameuse théorie de la balle unique. Sa mémoire remet en question la théorie avancée par la commission Warren, qui a fait l'objet de tant de spéculations et de débats au fil des ans, selon laquelle l'une des balles tirées sur la limousine du président a touché non seulement Kennedy, mais a aussi touché le gouverneur John B. Connally Jr. du Texas, qui roulait avec lui. Et elle l'aurait touché à plusieurs endroits, une seule balle. Le récit de M. Landis, inclus dans un prochain mémoire, réécrirait de manière importante le récit de l'un des jours les plus bouleversants de l'histoire américaine moderne. Cela ne veut peut-être pas dire plus que cela, peut-être que ça ne veut rien dire de plus, mais cela pourrait également encourager ceux qui soupçonnaient depuis longtemps qu'il y avait plus qu'un tireur à Dallas le 22 novembre 1963, ajoutant ainsi de l'eau à l'un des mystères persistants de la nation. Il y a encore plein de documents qui sont tous gardés scellés, puis qui, après 60 ans, auraient dû être déjà déclassifiés, mais on les garde classifiés comme pour le meurtre de Robert Kennedy Jr. Comme pour tout ce qui concerne l'assassinat, bien sûr, son récit soulève ses propres questions. M. Landis est resté silencieux pendant 60 ans, ce qui a alimenté les doutes même chez son ancien partenaire des services secrets, et les souvenirs sont délicats même pour ceux qui sont sincèrement certains de leurs souvenirs. Quelques éléments de son récit contredisent les déclarations officielles qu'il a déposées auprès des autorités immédiatement après la fusillade, et certaines des implications de sa version ne peuvent pas être facilement rapprochées du dossier existant. Mais il était là, cet homme, un témoin direct, et il est rare qu'un nouveau témoignage émerge 6 décennies après les faits. Il n'a jamais adhéré aux théories du complot, il souligne qu'il n'en promeut aucunement, aucune non plus. À 88 ans, dit-il, tout ce qu'il veut, c'est raconter ce qu'il a vu et ce qu'il a fait. Il laissera à chacun le soin de tirer des conclusions. Il n'y a pas d'objectif à ce stade, a-t-il déclaré dans une interview le mois dernier à Cleveland, la première fois qu'il en parlait avec un journaliste avant la publication de son livre « The Final Witness », le témoin ou le dernier témoin, qui sera publié par le Chicago Review Press le 10 octobre. Je pense que cela faisait assez longtemps pour que je devais donc raconter mon histoire. Il s'agit en fin de compte d'un projectile de 6,5 mm à gaine de cuivre. La commission Warren a décidé que l'une des balles tirées ce jour-là avait frappé le président Kennedy par derrière, était sortie par l'avant de sa gorge et avait continué sa route et touché le fameux gouverneur Connally, réussissant d'une manière ou d'une autre à le blesser au dos, à la poitrine, au poignet et à la cuisse. La même balle qui était sortie de John F. Kennedy.
Il semblait incroyable qu'une seule balle puisse faire tout cela. C'est pourquoi les sceptiques l'appelaient la théorie de la balle magique. Les enquêteurs sont arrivés à cette conclusion en partie parce que la balle a été trouvée sur une civière sur laquelle était Connolly à l'hôpital Parkland Memorial. Ils ont donc supposé qu'elle était sortie de son corps alors qu'eux tentaient de lui sauver la vie. M. Landis, qui n'a jamais été interrogé par la commission Warren, étrangement, a déclaré que ce n'était pas ce qui s'était passé. En fait, a-t-il dit, c'est lui-même qui a trouvé la balle, et il ne l'a pas trouvée à l'hôpital près de Connolly, mais plutôt dans la limousine présidentielle logée à l'arrière du siège, derrière celui où était assis Kennedy. Imaginez-vous. Lorsqu'il a repéré la balle après l'arrivée du cortège à l'hôpital, il a déclaré qu'il l'avait saisie pour contrecarrer les chasseurs de souvenirs, puis pour des raisons qui lui semblent encore floues, il a déclaré qu'il était entré dans l'hôpital et l'avait placé à côté de Kennedy sur la civière du président, pensant que cela pourrait aider les médecins à comprendre ce qui s'était passé. À un moment donné, devine-t-il maintenant, les civières ont peut-être dû se rapprocher et la balle a peut-être, en étant secouée ou en secouant les civières qui étaient collées l'une contre l'autre, a peut-être tombé dans la civière de Connolly. Il n'y avait personne pour sécuriser les lieux et cela m'a beaucoup gêné, a déclaré Landis. Tous les agents présents étaient concentrés sur le président. Une foule se rassemblait, tout s'est passé si vite et j'avais juste peur que cet élément de preuve dont j'ai réalisé tout de suite que c'était très important et je ne voulais pas qu'il disparaisse ou se perde, c'est donc Paul, tu dois prendre une décision et c'est là que j'ai saisi la balle et qu'il l'avait mis sur la civière de Kennedy. Landis émet l'hypothèse que la balle a touché Kennedy dans le dos, mais que, pour une raison quelconque, elle était sous-chargée et n'a pas pénétré profondément, et elle est donc ressortie avant que le corps du président ne soit retiré de la limousine. M. Landis s'est montré réticent à spéculer sur les implications plus larges. Il a toujours cru que Lee Harvey Oswald était le seul tireur. Mais maintenant, à ce stade, je commence à douter de moi, a-t-il dit. Maintenant, je commence à me poser des questions. Et c'est tout ce qu'il est prêt. Et c'est le plus loin où il est prêt à aller, c'est de se poser des questions. Il ne veut pas rentrer dans les idées conspirationnistes, mais indirectement, il le fait. Parce que ce qu'il nous raconte, ça repart le moulin à rumeurs et à naturellement conspiration. Originaire de l'Ohio et fils d'un entraîneur sportif universitaire, M. Landis ne donne pas l'impression d'être un agent de sécurité fanfaron. Il a dû s'étirer pour atteindre l'exigence de hauteur de 5 pieds 8 pouces lorsqu'il a rejoint le service et ne pouvait plus le faire. Je suis trop petit maintenant, a-t-il déclaré, pour réussir dans l'agence d'aujourd'hui. Il est calme et sans prétention, vêtu d'un manteau et d'une cravate pour une interview, ses cheveux gris soigneusement coupés. Il a un peu de mal à entendre et parle doucement, mais son esprit est clair et ses souvenirs sont stables. Ces dernières années, il a confié son histoire à plusieurs personnalités, dont Lewis Merletti, ancien directeur des services secrets, à James Robinalt, avocat de Cleveland, et auteur de plusieurs livres d'histoire, et a mené des recherches approfondies sur l'assassinat et a aidé M. Landis à traiter ses souvenirs. Si ce qu'il dit est vrai, c'est que ce que j'ai tendance à croire, cela va probablement rouvrir la question d'un deuxième tireur, voire plus, peut-être plus que 2 tireurs, a déclaré M. Robinalt. Si la balle que nous appelons la balle magique ou vierge s'est arrêtée dans le dos du président Kennedy, cela signifie que la thèse centrale du rapport Warren, la théorie de la balle unique, est fausse. Et si M. Connolly a été touché par une autre balle, a-t-il ajouté, il semble alors possible que ce ne soit pas celle de Lee Harvey Oswald, qui, selon lui, n'aurait pas pu recharger aussi rapidement. M. Merletti, qui est ami avec M. Landis depuis une décennie, ne savait pas trop quoi penser de ce récit. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou non, mais ce que je sais que les agents qui étaient là ce jour-là ont été tourmentés pendant des années par ce qui s'est passé, a-t-il déclaré dans une interview. M. Merletti a renvoyé M. Landis à Ken Gormley, président de l'université Duquesne, et éminent historien présidentiel qui l'a aidé à trouver un agent pour son livre. Dans une interview, M. Gormley a déclaré qu'il n'était pas surpris qu'un agent traumatisé se manifeste après toutes ces années, comparant cela à une déclaration mourante dans des affaires judiciaires. C'est très courant lorsque les gens arrivent à la fin de leur vie, a-t-il déclaré, qu'ils veulent faire la paix avec eux-mêmes et avec les choses qu'ils ont vécues. Ils veulent qu'elles soient mises sur la table
et qu'elle soit plus gardée sous silence, surtout qu'il s'agit d'un morceau d'histoire et qu'ils veulent que les faits soient corrigés. Cela ne ressemble pas à une pièce de théâtre de quelqu'un essayant d'attirer l'attention sur lui-même ou sur son argent. Je ne le lis pas du tout de cette façon. Je pense qu'il croit fermement, si cela s'accorde, je ne sais pas, à son récit, mais les gens finiront par comprendre cela. Donc, le récit de l'indice diffère à plusieurs égards des 2 déclarations écrites qu'il a déposées la semaine suivant la fusillade. En plus de ne pas avoir mentionné avoir trouvé la balle, il a déclaré avoir entendu seulement 2 coups de feu. Je ne me souviens pas avoir entendu un 3e coup de feu, a-t-il écrit. De même, il n'a pas mentionné être entré dans la salle de traumatologie où Kennedy a été amené, écrivant qu'il est resté dehors, près de la porte, lorsque la première dame est entrée. Gerald Posner, auteur de Case Closed, d'un livre de 1993, qui concluait qu'Oswald avait effectivement tué Kennedy tout seul, a déclaré qu'il était dubitatif, même si cela n'a pas remis en question la sincérité. Il n'a pas remis en question la sincérité de M. Landis. M. Posner a déclaré que son histoire ne tenait pas la route. La mémoire des gens ne s'améliore, blablabla, blablabla. Donc, c'est quand même assez important, c'est assez long. Je vous laisse ça dans la... C'est plusieurs détails. Comme au premier coup de feu, Landis s'est retourné pour regarder par-dessus son épaule droite dans la direction du son, mais n'a rien repéré. Puis, il se tourna vers la limousine et vit Kennedy lever les bras, visiblement touché. Soudain, M. Landis a remarqué que M. Hill avait bondi dans la voiture et suivi et courait vers la limousine. M. Landis a pensé à faire la même chose, mais il n'avait pas d'angle de vue. Il a déclaré avoir entendu un 2e coup de fut plus fort et finalement le 3e mortel qui a touché Kennedy à la tête. M. Landis a dû se baisser pour éviter d'être éclaboussé par la chair et le cerveau. Il sut instantanément que le président était mort. Donc, c'est vraiment, vraiment... l'histoire de la balle unique et de la balle magique, c'est quand tu sais ce qui est arrivé au gouverneur qui a été blessé à 4-5 endroits différents avec une seule balle, ça ne tient pas la route. C'est ça qui ne tient pas la route. Quand ils disent que le récit de Landis ne tient pas la route, c'est ça qui ne tient pas la route. Voyons, tu peux parler à n'importe quel chasseur ou tireur ou celui qui... Moi, je ne connais pas les armes à feu, là, mais voyons, une arme à feu qui passerait, d'abord, qui aurait traversé Kennedy, puis qui serait allé blesser Connolly à 3-4 endroits différents, en passant par le cou, par le bras, puis la cuisse. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui ne tient pas la route. Puis, c'est la moindre des choses que ces gens-là, des services secrets, sont capables de faire. Quand tu penses qu'ils n'ont aucun remords sur le fait d'être allés ou d'avoir envoyé des armées éliminer plus d'1 million d'Irakiens pour un dossier complètement falsifié du début à la fin. Donc, très important, c'est sûr que ça va faire parler, son livre n'est pas sorti. Là, vous avez ça en exclusivité ici, puis préparez-vous d'en entendre parler, je l'espère, sinon c'est juste nous autres qui en aurons parlé. Mais c'est quelque chose de quand même très, très important, mais qui confirme ce qu'on pense, la plupart d'entre nous, que c'est pas Lee Harvey Oswald. Mais peut-être lui qui a tiré, mais il n'était pas tout seul, puis il n'a pas agi seul. Lui aussi, c'était un agent de CIA. Bonne soirée.